Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Bonjour à tous et merci d'être parmi nous. Donc aujourd'hui, notre invité s'appelle Keter et je vais la laisser se présenter. Bonsoir Keter. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Gaëlle, au fait. Merci d'avoir pensé à moi, Elsie. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a des sujets qui sont interdits ou qui sont tabous avant qu'on ne commence? Honnêtement, non. Si c'est pas l'intimité, il n'y a pas de souci. Alors Keter, est-ce que tu es in the closet ou out of the closet? Je suis complètement out. Pour toi, c'est quoi être hors du placard? Pour moi, c'est déjà assumer son orientation envers soi-même, également auprès de ma famille, c'est-à-dire mon père, ma mère, mes oncles, tantes, cousins, cousines, tout le monde est au courant. Pour vous dire, je n'ai même pas eu besoin de faire de coming out parce que ça a été une évidence, je veux dire. Mes amis, tout mon entourage sait. Donc voilà, je vis normalement, quoi. Je sais pas. Pour qu'il n'y ait pas eu de coming out, il faudrait qu'il y ait eu des actions qui ont été posées auparavant. Comment est-ce qu'ils ont su? Moi, j'ai découvert mon orientation très très tôt. Vraiment, c'était au primaire, je crois. Et je me comportais vraiment comme un véritable garçon. Enfin, j'étais un garçon. Et moi-même, j'étais convaincue que j'étais un garçon jusqu'à ce que mes seins poussent déjà. Et, j'ai été choquée de dire « Ah, mais mes seins poussent !» Du coup, oui, je ramenais des copines et pas des copains à la maison. Et du coup, je le présentais comme ma petite amie. Et comme je dis, pour moi, c'était naturel, en fait. Pour moi, c'était pas quelque chose d'anormal. Donc, j'ai toujours amené la chose de manière normale. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont compris et non su. Des années plus tard, ma mère, elle m'a dit... Je l'ai toujours su, mais j'étais dans le déni jusqu'à ce que je vois que ça continue, en fait. Je continue à avoir que des copines et je me rends compte que, en fait, oui, c'est ce que tu es. Donc voilà, ça passait par le fait que je ramenais des filles à la maison et pas des garçons. Peut-être aussi parce que je joue au foot. Ça joue beaucoup. C'est un stéréotype, hein, mais bon, ça joue énormément. Et mon style aussi vestimentaire. Donc voilà, ça a été une évidence parce que j'ai toujours vécu comme ça. Et je n'ai pas eu à l'imposer. Comme je dis, c'était vraiment... J'ai banalisé la chose, en fait. Donc, voilà. Ok, cool. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment eu de sortie du placard, quoi. Il n'y a pas eu de coming out. C'était naturel, donc ça coulait de soi. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter de manière officielle? C'est-à-dire, je suis ici et je fais ça. Parce qu'il y a une question qui arrive derrière et j'ai besoin d'avoir un contexte pour la poser. Je m'appelle Keter. J'ai 27 ans. Je suis d'origine camerounaise. Je vis en France depuis 2008. Je joue principalement au foot. Je travaille également à côté comme commercial en assurance. Mes parents, sont aussi d'origine camerounaise. Ma mère vit en France et mon papa est au Cameroun. D'accord. Quand tu dis tu as amené tes copines à la maison, est-ce que tu vivais encore au Cameroun quand tu as commencé à le faire ou c'est quand tu as déménagé pour la France? Alors, quand j'étais au Cameroun, oui. Mais au Cameroun, ça n'a pas été présenté comme en France. C'est-à-dire, je les ramenais, mais sans avoir de conversation, on va dire, avec mon père. C'est quelqu'un qui est très, comment je peux dire ça, culturel, la culture africaine telle qu'on la connaît. Donc, je ramenais des copines à la maison, mais il n'y avait pas de conversation avec mon père par rapport à ça. C'est-à-dire, il nous regardait, mais je voyais que dans ses yeux, c'était bizarre. Mais... Donc, excuse-moi de te couper. Il savait que vous étiez ensemble, c'est ça? Mais il ne disait rien? Moi, honnêtement, je ne lui ai pas dit. Donc, je ne peux pas te dire s'il savait ou pas. Mais dans son regard, je voyais des interrogations. D'accord, ok. Mais conversation, on s'est assis pour parler de ça. À ce moment-là, il n'y a pas eu. La conversation, elle a été faite plus tard. Quand je suis retournée au Cameroun, en vacances. D'accord. Donc après, quand je suis arrivée en France, la première année, j'ai été dans un club de foot. Et il y a eu 2 de mes coéquipières qui sont mariées. Elles m'ont invitée. Ma mère, elle n'a pas compris pourquoi j'étais invitée à un mariage homosexuel. Et c'est là que je lui ai fait comprendre que c'est normal. Elle m'a dit, comment ça, c'est normal? Je lui ai dit, c'est 2 personnes qui s'aiment, c'est normal. Et là, pareil, j'ai vu dans son regard qu'elle se posait des questions. Et de fil en aiguille, je ramenais des filles à la maison. Pas beaucoup, hein. Pas croire que je suis... On n'a rien assumé, hein. On n'a rien assumé. Je ramenais 2 filles à la maison.
parfois qui ont dormi. Il n'y en a qu'une seule qui a dormi. Et du coup, ma mère elle m'a dit, du coup, c'est qui? Et spontanément, je lui ai dit, c'est ma petite amie. Après, voilà, il m'a posé des questions, comment ça se fait, ça a commencé quand, etc. Elle a eu une très, très, très bonne réaction. Honnêtement, très, très bonne réaction. Donc, mais pour moi, je ne considère pas ça comme un coming out, en fait. Pour moi, le coming out, c'est vraiment, je m'assois, j'ai peur, je dis, voilà, je vous réunis parce que je vais vous dire quelque chose. Non, ça n'a pas été ça. Je l'ai dit comme ça, parce que pour moi, c'était une évidence. Et pareil, ma mère, elle est très croyante. Je ne sais pas si les questions vont arriver après, si j'anticipe, mais elle a essayé de me faire changer. Mais sur le coup, elle l'a pris comme ça. Et voilà. D'accord. Je ne sais pas si tu as une question à laquelle tu voulais rebondir, Elsie, parce que j'en ai tellement. Non, vas-y, je te laisse. Exprime-toi. Vas-y. Dans le sigle LGBTIQ+, auquel tu identifies-tu principalement? Lesbienne. Merci. Comment tu réfléchis? Comment tu arrives à... 2 secondes, il faut que je remette mes pensées en place. Tu as 27 ans, tu arrives en France en 2008. Donc, 2008, ça fait à peu près 13 ans. Tu arrives à 15 ans. Je vais supposer qu'à 15 ans, tu sortais déjà avec... Enfin, Mais comment est-ce que tu te fais cette transition-là? Est-ce que tu as eu à regarder ou à voir des gens qui étaient comme toi avant et ça t'a donné le courage? Comment est-ce que tu découvres que voilà, ça c'est ce que je suis et le vivre de manière aussi naturelle auprès de tes parents? Ouais, je comprends. Très honnêtement, jusqu'aujourd'hui, je me pose la question de où j'ai pris ce courage. Pourquoi je ne sais pas. Je sais juste que j'ai embrassé ma meilleure amie au Cameroun, en classe de 5e, et que j'ai aimé. Après, je n'ai pas eu de modèle, j'ai pas vu quelqu'un le faire, et du coup, je me suis dit, je vais le faire. Donc, même à la télé, pas de série ou de film qui montrait deux femmes s'embrasser ou bien, enfin... Non, ouais, d'accord. Non. Olive et Tom, et quand il y avait les novellas, mon père... D'accord. Ok. Wow, qu'est-ce que je vais dire? Je vais te demander, Keta, parce qu'à un moment, tu dis, ma mère a essayé de changer mon orientation. Donc, est-ce que tu as subi des tentatives de correction d'orientation sexuelle? Physiquement, non. Moralement, oui. Dans le sens où, comme je vous ai dit, ma mère, elle est très croyante et pratiquante. Elle a essayé de me parler de la religion, tout ça, sauf que, moi, mon père, il m'a élevée comme catholique. Donc, je lui ai fait comprendre que tout ça, je le savais déjà. C'est vrai que j'ai eu une petite période où j'ai refoulé, mais de moi-même, en fait. C'est-à-dire, à l'extérieur, j'étais toujours comme j'étais. Mais de moi-même, je me posais des questions parce que comme j'ai grandi dans la religion catholique, j'ai eu à me poser des questions de pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi je suis comme ça. Je lui ai fait part de ça. Et souvent, elle a essayé de me dire, oui, voilà, c'est que c'est pas normal. Tu dois remettre ta vie entre les mains de Dieu, c'est le diable. Mais après, je sais que j'ai des amis qui ont subi des trucs physiques. J'ai pas traîné, par exemple, chez les sœurs ou chez les marabouts. Moi, j'ai pas eu ça. C'était vraiment moral. Après, c'est vrai que j'ai eu, je vais pas dire harcèlement, acharnement plutôt, avec des mots assez blessants. Donc, c'est pour ça que je dis plutôt moral, ouais. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, ils sont 4. Si ta famille directe, papa, maman et les frères et sœurs, ont plus ou moins accepté, est-ce que ça a été le cas aussi de la famille éloignée? Oncle, tonton? La famille éloignée a plus facilement accepté que la famille proche. Comment ça? Ma famille proche, comme ma mère, au début, ils ont très bien réagi. J'étais choquée. Après, ça a essayé de me dire que c'était pas bien. Honnêtement, elle ne me parlait pas, mes frères non plus. Il n'y a que ma grande sœur avec qui je suis en France qui, elle, ça lui pose pas de problème. Donc, elle a toujours été là de A à Z. Mais voilà, ma mère et mes autres frères et sœurs qui sont au Cameroun, ils ont eu du mal. Ils ont accepté, hein. Enfin, c'est-à-dire, ils ont même accueilli ma copine. On a fait un repas, ça s'est bien passé. Mais au moment de l'acceptation, c'était difficile. La pilule était vraiment difficile à avaler. Alors que ma famille éloignée était lesbienne sans blague. Genre, ça se voyait pas. Enfin, limite, moi, j'étais ridicule en disant vous n'êtes pas choqués? Bah non. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Donc, la famille éloignée a mieux réagi que ma famille proche. Et les oncles et les tantes, ils sont toujours au Cameroun? Moitié-moitié. Quand je dis vraiment oncle et tante, c'est frères et sœurs de papa, maman. D'accord.
Qu'est-ce que tu penses de la relation, par exemple, parent-enfant, lorsque dans une famille, par exemple, l'enfant va subvenir aux besoins de ses parents, lorsque les parents sont peut-être déjà âgés, je sais pas, et que l'enfant en question est homosexuel. Est-ce que cette homosexualité-là est mieux acceptée, tolérée, parce que l'enfant subvient aux besoins ou pas du tout? Ça n'a absolument aucun... est-ce qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux? Honnêtement, moi, je pense que oui, quand même. Je pense que ça joue le fait que les parents acceptent plus parce qu'en contrepartie, il y a quelque chose. S'ils étaient dans un état meilleur, s'ils étaient bien, tout simplement, je pense que quand on est homophobe, tout ce qui a trait à ça, c'est la définition même de l'homophobie. Tout ce qui a trait à ça, c'est mort dans leur tête. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que tu as besoin de ton enfant, et ton enfant, malheureusement pour toi, est homosexuel, et tu vas l'accepter parce que il faut que ton enfant s'occupe de toi. Derrière... Exactement. J'ai déjà eu le cas, c'est ça que je réponds comme ça. Cool. Tu disais tout à l'heure en fait que tu as refoulé tes pensées, tu te demandais pourquoi ça t'arrive à toi. Tu as parlé de pression, est-ce que tu peux un peu revenir dessus? D'accord. Le questionnement a commencé vers mes 14-15 ans, où j'ai vraiment eu conscience de la chose, où j'ai mis un mot sur ce que j'étais. C'est-à-dire avant, je savais juste que j'étais comme ça, vu que je n'avais pas d'exemple, je ne savais pas ce que c'était, je savais juste que j'avais une attirance pour les filles et que je me comportais comme un garçon. Après, il faut savoir que mon père, il m'a élevé comme un garçon. Quand j'ai élevé comme un garçon, je n'ai jamais mis mon pied à la cuisine. Il refusait que j'aille à la cuisine. Il coupait tout le temps mes cheveux. Je n'avais pas les oreilles percées. Il m'avait même dit, on ne tape pas les filles. Donc, jusqu'à ce que j'arrive en France et que, comme je vous ai dit, j'ai été invitée à un mariage homosexuel, je suis arrivée dans une équipe où pratiquement 95% des filles étaient homosexuelles. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Si c'est ça, ce que j'ai lu dans la Bible, ça veut dire quoi? C'est bizarre. Pourquoi Sodome et Gomorrhe a été détruit? Pourquoi Dieu n'accepte pas? La remise en question, elle a commencé là, en fait. À partir du moment où j'ai pris conscience que ça existait vraiment, qu'il y avait un mot et qu'il y avait des personnes qui étaient comme moi. Et je me suis dit, en fait, c'est de ça qu'on parle dans la Bible. Là, ce n'était pas normal. Puisque j'avais mes idées catholiques, je me suis dit, mais ce n'est pas en accord avec tout ce qu'on m'a appris, en fait. Et puis, j'ai commencé un peu à me détester. Comment tu passes de cette période-là à celle à laquelle tu es maintenant, où tu es complètement épanouie, totalement hors du placard? Comment tu gères ta santé mentale au point où tu te retrouves où tu es aujourd'hui? J'ai vraiment traversé beaucoup de choses, que ce soit scolaire, etc. J'ai eu mon bac très très tôt, l'année qui suivait que je suis arrivée en France. Donc du coup, je suis partie faire une école de commerce loin de la maison. C'était un choix où je voulais me retrouver seule. Pendant ce questionnement-là, je ne voyais personne. Dans le sens où pas de garçon, pas de fille, je ne sortais avec personne. J'étais avec moi-même et mes pensées. J'ai commencé à faire des neuvaines, carrément. J'ai beaucoup prié, j'ai fait pas mal d'insomnie. Je ne veux pas dire dépression parce que c'est fort comme mot. Mais je n'étais pas vraiment heureuse, en fait. Et ça a duré pendant 2 ans, les 2 premières années. Et puis, tout le temps, je voyais en fait des gens qui étaient comme moi, qui étaient normaux, qui vivaient normalement. Et en échangeant avec eux, en plus, à côté de mon école, il y avait une association LGBT. Donc, je suis allée là-bas, j'ai rencontré des personnes qui m'ont très bien accueillie, qui m'ont expliqué que voilà, c'est pas parce que tu es croyante que c'est en désaccord avec... que c'est pas compatible. On est tous des enfants de Dieu, c'est comme ça qu'on est né, c'est pas que pour certains, c'est pas que tu le deviens, c'est comme ça que tu es né. J'ai raconté un peu mon histoire. Et de là, j'ai commencé à m'accepter moi-même et à me dire, mais en fait, si je suis comme ça fait combien de temps que je commence à prier? Ça fait combien de temps que je prie? Ça fait combien de temps que je vais à l'église? Ça fait combien de temps que je confie à Dieu tout ce que je suis? Et il n'y a pas de changement. J'ai toujours la même attirance, voire plus même. Je commence à me voir avec une femme dans le futur et tout ça. Là, je me suis dit, en fait, stop, c'est bon, je suis fatiguée de me faire du mal à moi-même. Et je suis ce que je suis. Et de là, j'ai déployé mes ailes. Donc, tu n'as pas, en dehors de l'association, tu n'as pas eu recours à un psychologue ou un spécialiste de la question pour t'aider? Non, j'ai toujours réglé mes problèmes seule. Est-ce que tu penses que l'avis d'un psychologue peut aider peut-être les gens qui ne sont pas aussi forts moralement et qui n'ont peut-être pas accès aux ressources ou à une communauté telle que tu l'as rencontrée quand tu es partie en France? Honnêtement, je pense que oui.
Je pense que oui, parce que déjà sur le fait de s'accepter soi-même, sur le fait de la pression sociale, la pression de la famille, franchement, je pense que les personnes LGBT en portent un énorme poids. Et comme tu as dit, ce n'est pas tout le monde qui a les épaules pour supporter ça. Et le fait peut-être de s'ouvrir à une personne qui est étrangère à notre environnement, étrangère à notre vie, une personne neutre, je pense que ça peut aider, ouais, vraiment. En plus, c'est un spécialiste, c'est un psychologue qui peut vraiment apporter ce soutien moral-là, en fait, à la personne. Je ne regrette pas de n'avoir pas consulté un psychologue. J'aurais aimé le faire. Mais comme j'ai grandi à la dure, je me suis dit, je vais régler toute seule mon problème. J'aurais aimé parler à un psychologue. Je pense que oui, honnêtement, ça peut vraiment, vraiment, vraiment aider. Vraiment. D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de subir des mésaventures liées à ton orientation sexuelle? Que ce soit au Cameroun ou ici d'ailleurs. C'est-à-dire des insultes ou des trucs comme ça? Oui, ou agression. Je vais vous raconter un truc qui va vous surprendre encore une fois, je pense. Je suis venue en France très tôt, comme je vous ai dit. Je suis rentrée au Cameroun en 2017, c'était la toute première fois, c'est-à-dire pratiquement 10 ans plus tard. Je sortais avec une fille qui était au Cameroun, qui était in quand même. On a eu à se disputer en plein Yaoundé. On connaît le Cameroun, qui est très homophobe. Comment ça? On a eu une dispute en plein carrefour. C'était un rond-point, il y avait plein de motos. Et moi, j'ai commencé à crier. Je dis non, t'es ma femme, tu bouges pas, nana. Et là, elle était gênée. Et je vois qu'elle commence à avoir peur. Pour moi, j'étais libre, en fait. Tout ne m'importait vraiment peu. Parce que j'ai toujours vécu comme ça. Et ce moment-là, de là, ils ont commencé à nous insulter. Je vais vous passer les insultes. J'ai répondu de manière très vulgaire, que je vais également omettre de dire. Mais j'ai répondu. Et je ne sais pas si le fait que j'assume et je réponde a fait que on me laisse tranquille à ce moment-là, mais ils étaient choqués. Et il y a un gars qui passait, qui m'a dit, mais ma chérie, tu as le courage, hein. Et je ne sais pas, à ce moment-là, c'est après que quand je rentre à la maison, je raconte à mon frère, il me dit, mais toi, t'es folle. Je me dis, mais attends, je suis comme je suis. Est-ce que j'ai nuit à quelqu'un? J'étais en route, je me suis engueulée avec ma copine. D'où tu te permets de m'insulter? Tu me connais? On se connaît pas? Bon, je ne le disais pas. Hein. Et donc, vu ma force de caractère et le fait que, je sais pas, je me suis affirmée à ce moment-là. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Parce que je pense que d'autres personnes, elles ont vécu des agressions. La question n'est pas posée pour rien. Et voilà, même jusque-là, j'ai répondu comme moi, en fait. Comme j'étais, je suis restée droite dans mes bottes, je suis restée qui je suis. On m'a agressée verbalement, mais je n'ai pas baissé la garde, comme on dit. J'ai envie de te demander, est-ce que tu connais la position du Cameroun sur l'homosexualité? Je sais que c'est passible d'emprisonnement. Après, je ne sais pas si c'est autre chose. Est-ce que tu te rendais compte à ce moment-là que tu peux être sous le coup d'une arrestation? Est-ce que ça t'a déjà fait peur d'être arrêté au Cameroun pour homosexualité? Au moment de la dispute, non. J'avais les nerfs, donc je ne sais pas autre chose. J'imagine que tu étais ailleurs, oui, effectivement. Non. Mais après, oui. Je me suis quand même exposée. Je l'ai exposée, elle, surtout. Du coup, j'ai commencé à faire un peu plus attention. Donc oui, j'ai réalisé, mais après. Ok. 2008, quand tu pars du Cameroun, c'est un peu l'époque où on était dans le top 50 avec le journal Anecdote. Est-ce que tu en as entendu parler en 2007, 2008? Alors, j'étais Jean école. C'est-à-dire, je partais à l'école, je rentrais à la maison. Honnêtement, non. Non, aucune idée. Parce que c'est que j'essaie de comprendre, en fait. C'est un peu la question que je voulais poser. Tu as commencé à y répondre quand tu parlais de ton refoulement et des associations, mais je voulais savoir si les médias, à un moment donné, ont joué un quelconque rôle dans ton acceptation. Est-ce que les médias, que ce soit au Cameroun ou en France, t'ont aidé de quelque manière que ce soit? En France, plutôt au Cameroun, comme je t'ai dit, je n'avais pas conscience de ce que j'étais réellement, en fait. Je pense que j'avais une attirance, donc en plus, je n'étais pas au courant de l'actualité, tout ça. Tout ce qui m'intéressait, c'était jouer au foot et courir derrière les filles. Donc, je ne m'intéressais pas à l'actualité. C'est plutôt en France où ça parlait beaucoup de ça. D'ailleurs, je me rappelle, c'était un dîner en famille et je ne sais plus en quelle année c'était. Il y a eu le début de la manif pour tous. De là, je me suis dit, mais ouais, en fait, s'il y a autant de gens qui militent même pour ça, pour nos droits, ça me conforte dans mon idée. Je ne suis pas une extraterrestre, je suis pas, je suis Keter qui aimait pas, tout simplement.
Donc, les médias français plutôt. Est-ce qu'aujourd'hui, tu milites pour une quelconque association, que ce soit pour les droits de l'homme ou pour les droits des LGBT? Je suis dans, je vais pas dire association, pas officiellement, on va dire, en tout cas. Mais il y a pas mal de groupes WhatsApp, LGBT, de la diaspora, surtout au milieu sportif. Donc, association, proprement dit, non, on ne fait pas partie. Mais regroupement pour aider celles qui ont encore du mal avec ça, que ce soit sur le territoire camerounais ou à l'étranger. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, parfaitement. Parfaitement. J'avais une question pour Keter, parce que tu as beaucoup parlé de religion tout à l'heure. Tu dis que tu as été élevée dans la religion catholique, ta mère est très croyante, et toi-même tu es très croyante. Du coup, quel est ton rapport à la religion? Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, est-ce qu'on peut être une personne queer et être religieux? Est-ce que les deux sont compatibles? Pour moi, oui, parce que l'enseignement premier que je reçois de la religion, c'est l'amour du prochain, c'est la tolérance. Et c'est totalement les valeurs que moi, j'ai choisi en tout cas de retenir. Je ne vois pas pourquoi, moi, en ayant de l'amour pour mon semblable, dans la mesure où elle est consentante, je ne porte atteinte à la vie de personne. Je suis simplement un enfant de Dieu avec un chemin différent des autres. Pour moi, c'est tout à fait compatible. D'accord. Pratiquement tous les dimanches, je vais à l'église, je prends la communion, je suis pratiquante et c'est... Croyante et pratiquante. Même avec ma copine, avant de dormir, on prie ensemble. C'est vraiment, Ça fait partie intégrante de ta vie. C'est ça, tout à fait. Et j'espère que ça sera légalisé. Mon rêve, c'est de me marier, tu vois. Je peux le faire à l'église, ce serait juste waouh. Ouais. Mais bon, ça c'est... Hein. À l'église au Cameroun ou à l'église en France? Tu veux qu'on me tue? Non, mais je crois qu'il y a certaines églises protestantes où c'est légalisé, mais pas catholiques encore, mais protestantes, oui. Alors, du coup, tu participes aux associations, aux regroupements pour les droits des personnes LGBT de notre communauté. Est-ce que tu participes également à la Gay Pride? Et qu'est-ce que tu en penses si tu y vas? Ouais. Je vais être très franche, hein, comme depuis le début. C'est, comment dire, l'idée, hein, comme on dit parfois, quand tu passes un message, la forme, c'est quelque chose, le fond, c'est autre chose. L'idée est bonne, mais l'image que ça renvoie, pour moi... c'est une image un peu... moi, ça me choque. Un peu dégradée, c'est ça? Enfin, c'est ça. Pour toi, elle est comment? Il y a d'autres on peut montrer un autre aspect de la chose. C'est pour ça que je n'ai pas encore participé. J'aimerais bien. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais prévu d'y aller avec des amis, mais merci tonton Corona. Mais ça donne une mauvaise image, en fait. C'est vraiment les choses que je vois, je me dis, mais pourquoi? Ça dessert la cause pour toi? Exactement. Parce que quand, par exemple, j'ai déjà eu à le voir avec mes parents, et on dit, mais c'est comme ça que vous êtes? C'est comme ça? Je dis, non, ça c'est, non. C'est eux, c'est leur marche, ils font le show, je suppose. Mais malheureusement, quand les gens voient ça, en fait, l'image que ça envoie, c'est vraiment c'est négatif, quoi. Du coup, j'ai envie d'empiéter sur ce chemin-là. Qu'est-ce que tu penses de l'arrestation de Shakiro aujourd'hui au Cameroun? Puisque au moment où on l'enregistre, il est encore en détention. Je dis, qu'est-ce que tu penses de l'arrestation de Shakiro au Cameroun? J'ai signé la pétition. Déjà, j'ai vu une pétition qui est passée. Mm-hmm. Pour moi, je trouve que c'est, comment dire, exagéré dans le sens où des droits humains, c'est exagéré. C'est pas exagéré parce que malheureusement, si on suit les lois, c'est comme ça. Si tu vis dans un pays où il y a des lois qui sont fixées, tu dois respecter ces lois-là. Je suis née au Cameroun. Je suis repartie au Cameroun plusieurs fois. Je n'ai pas crié haut et fort mon orientation. Je n'ai pas provoqué, en fait. Je n'ai pas cherché les caméras, qu'elles soient braquées sur moi. Je fais partie de l'équipe nationale, par exemple. Je n'ai pas cherché à ce que les caméras soient braquées sur moi. Et je pense que c'est là où ça dessert Shakiro. C'est qu'il a été dans la provocation. Enfin, je ne sais pas si on doit l'appeler il ou elle, du coup. Je crois que le nom ira au lieu d'utiliser des pronoms. Shakiro a été dans la provocation. Vraiment dans la provocation. Et je pense que Shakiro est mal entouré. En tout cas, a été mal entouré, mal conseillé. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Et c'est très, très malheureux. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce
et qui arrive à Shakiro, comme j'ai dit, j'ai signé la pétition. Moi, ça me fait mal au cœur, en fait, parce que oui, on aimerait tous crier haut et fort que je suis comme ça, je suis libre. Mais on est dans moi j'appelle le Cameroun une mini-dictature. Donc, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, en fait. Moi, j'ai eu la bêtise de me prendre la tête comme ça en public, mais j'ai réalisé après où j'étais et quelles sont les sanctions que j'encourais. Et je ne sais pas si chacun aura eu conscience de ça. Honnêtement, je ne sais pas. Quand je voyais ces directs ou les choses, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi, en fait? Pourquoi la provocation? Peut-être c'était une forme de... Je ne sais plus comment ça s'appelle en philosophie. Provoquer pour choquer. Interpeller. Peut-être c'était ça. Mais c'était au mauvais endroit. C'est pas là qu'il fallait faire ça. Mais les combats des LGBT se sont faits avec des personnes qui sont montées au créneau. Donc, du coup, comment faire évoluer la cause des LGBT au Cameroun pour toi? Quelle serait la meilleure démarche? Être soudés, être tous ensemble. Tout le monde ne peut pas être Martin Luther King, tout le monde ne peut pas être Nelson Mandela. Il faut avoir les épaules pour. Et une seule personne ne peut pas mourir en martyr comme ça, parce qu'il n'y a personne qui suit derrière, en fait. Je n'ai vu personne crier haut et fort, oui, moi aussi, je le suis. Tu vois ce que j'ai vu personne crier, oui, moi aussi, je suis comme ça. Libérer Shakiro, je suis comme ça. Je pense qu'après, présentement, Shakiro est représenté par Maître Alice. Maître Alice, oui. Voilà, pour défendre nos droits. Elle, c'est une icône, une représentation. On peut passer par elle. En fait, les actions, pour moi, doivent être menées en groupe et de manière solidaire. On ne peut pas envoyer quelqu'un au front et dire « milite pour nous, merci. Merci Jésus ». Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas mourir pour nous comme ça, alors que derrière, il n'y a personne qui te suit. Moi, la première, je ne me suis pas levée pour dire « oui, moi aussi je le suis, machin ». Il faut avoir les épaules pour. Le combat, il est louable, vraiment. Comme j'ai dit, c'est tout LGBT. On rêve d'une liberté absolue partout où on va, parce qu'on en a marre d'être martyrisé, d'être rabaissé, d'être discriminé, etc. Mais ça doit se faire de manière cohérente, structurée, vraiment structurée, avec de réels arguments, et tous ensemble, en fait, de manière solidaire. Pour moi, c'est les mots, en fait, solidaire, structuré, et voilà. Parce que là, honnêtement, ça allait dans tous les sens. En fait, on ne savait pas si c'était la provocation, on ne savait pas, c'était n'importe quoi. C'était vraiment brouillon. Donc, s'il faut mener des actions, c'est revendiquer que oui, nous sommes une communauté, nous sommes comme vous, on a le droit aux mêmes principes, devoirs, droits que vous. Ça doit se faire tous ensemble. Vraiment tous ensemble. Pas une personne qui va au front et on la laisse mourir au front là-bas. Et puis, ça s'arrête, ça disparaît comme si rien ne s'était passé. D'accord. Tu dis que tu ne le cries pas sur tous les toits, mais si on va sur ton profil Twitter, on a l'impression que tu... Oui, j'ai pris le temps de parcourir un peu. On a l'impression... Enfin, tu ne le cries pas, mais tu ne le renies pas non plus. Tu es plutôt très à l'aise dans tes bottes sur Twitter. Donc, comment tu gères cette pression-là? Parce que je crois qu'à un moment donné, j'ai abandonné. C'était tellement dégradant. C'était tellement... Chaque jour... c'était des provocations sur les personnes LGBT. Ouais. Et à un moment donné, ça te fatigue. Mais comment est-ce que toi, tu arrives à garder la tête droite sur cette plateforme-là? C'est ma force de caractère. Je souris tout le temps. J'ironise la chose, en fait. Si tu as bien parcouru, tu vas voir que je fais beaucoup de sarcasme. Quand on me pique dessus, je tourne ça à mon avantage en rigolant, tout simplement. Je ne peux pas me laisser atteindre par des personnes qui sont là juste pour verser leur venin. Après, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en DM pour savoir, comme la question que tu viens de me poser, comment tu fais? Je suis comme ça, mais je ne peux pas être out. Est-ce que tu peux me conseiller? Machin, beaucoup, vraiment beaucoup. Et rien que pour ces personnes-là aussi, je ne peux pas donner raison ni satisfaction d'être triste par rapport à ça. C'est comme dans la rue, on m'a déjà dit sale noire. Oui, merci, je sais que je suis noire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pas... Je me laisse pas, en fait. Je comprends que ça peut être dur, c'est lourd, c'est vraiment lourd. Tous les jours, c'est ça. Mais je tourne ça à la rigolade, en fait. Et ça devient à mon avantage. Du coup, la personne ne sait plus quoi dire. Il faut prendre des leçons de... Et je crois que c'est la raison pour laquelle un peu Oui, c'est la raison pour laquelle ce podcast existe, parce que ta sortie du placard ou ta non-sortie du placard a été tellement naturel que si beaucoup pouvaient emprunter ce chemin, je crois que ça rendra les choses un peu moins bizarres. Voilà. Et se dire qu'il y a des personnes comme toi qui ont réussi à
à franchir ce cap-là de manière naturelle, sans pour autant choquer ou heurter les mœurs d'autrui. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en couple? Comment se passe ta relation? Est-ce que ta partenaire est en dehors du placard également? Et est-ce que vous souhaiteriez fonder une famille? Je vais répondre de manière aussi complète que tes questions. Je suis en couple. Oui. Je suis en couple. Et je pense que Gaëlle a la réponse. Mais bon. Depuis combien de temps d'ailleurs? Ça fait... Attends, on a quelle année là? 2021? Oula. Ouais. 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. Oui. Ok. 1 an et demi. On habite ensemble. Bon, là, actuellement, elle n'est pas là, elle est chez ses parents. On a une petite fille qui est née en octobre. Et malheureusement, non. Elle n'est pas complètement out, on va dire. C'est-à-dire certains membres de sa famille savent, mais pas tout le monde. Oui. Notamment, les parents ne savent pas. Et comme je lui ai dit, qu'elle prenne son temps. Je suis passée par là. Je sais que ça peut être compliqué. Quand elle sera prête, je serai là, tout simplement. Comment va la petite? Bien. Elle a 4 mois et elle porte des habits de 12 mois. Donc, Non, mais c'est super. C'est super. Non, mais je tiens à préciser, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir sur le podcast et que je suis très contente que tu aies accepté. Parce que tu es une des premières personnes que j'ai vues, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui affirmait ouvertement son orientation sexuelle et son couple. Et le fait aussi de fonder une famille, tout simplement, c'est quand même quelque chose de grand. Enfin, c'est énorme. Et j'ai vu ça et tout de suite, ça m'a... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça beau. Et je me suis dit non, il faut absolument l'avoir sur le podcast. Parce que c'est... Moi, je suis super contente en tout cas pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Comment est-ce que la conception s'est faite? Est-ce que ça a été via un ami ou vous êtes passé par une banque de sperme? C'est via, enfin, je ne vais pas dire ami, on connaît la personne, connaissance. Le choix a été fait aussi pour garder cette distance-là, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou que l'ami intervienne dans la vie de la petite, en fait. Donc, c'est une connaissance parce que, voilà, on n'avait pas forcément les moyens de faire une insémination. Et ça peut être très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Recours à la banque de sperme, enfin, il faut réessayer plusieurs fois, tu vois. Donc, ça a été fait comme ça a été fait en Allemagne. Je dois rentrer dans les détails ou... Non. C'est juste savoir quel moyen vous avez utilisé. Une connaissance. Ok. Et du coup, comment est-ce que ça t'affecte, le fait que ta copine ne soit pas out comme toi? Je n'ai eu que ça. J'ai eu 4 relations. Je n'ai eu que des personnes qui n'étaient pas out. Je ne sais pas pourquoi je suis attirée vers ça. Je ne sais pas. C'est compliqué. Je ne vais pas te mentir, c'est compliqué parce que il faut être une autre personne. Par exemple, on a passé Noël et Nouvel An dans sa famille et il fallait que je sois l'amie. Il fallait que du coup, ça me fait penser au film. Oh, excuse-moi. Oui, mais je comprends mieux. Je comprends mieux, d'accord. Je crois que j'ai posté sur Twitter. Oui, t'as posté sur Twitter et du coup, ouais. C'est exactement ça. Exactement ça, pareil. Et du coup, là, en plus, sa mère, elle m'adore. C'est ça qui est chiant. Et voilà, donc on a passé merveilleux Noël. Franchement, c'était top, sauf que il fallait pas que je la regarde bizarrement. D'ailleurs, j'ai évité de la regarder parce qu'apparemment, quand je la regarde, il y a tout qui se voit. La petite, je l'appelle ma fille parce que voilà, tout le monde peut l'appeler ma fille. Mais c'est un peu dur quand même. Je vais pas te mentir, c'est... Et t'as présenté comment? Comme une amie qui vient avec moi pour passer les fêtes? C'est ça, comme je t'ai dit, ça fait depuis 2019 qu'on se connaît. Elle est venue habiter ici, elle leur a dit, oui, j'habite chez une amie. J'ai parlé à son papa qui, lui, il avait des doutes, clairement. Il a dit, par là, c'est bizarre. En gros, il soupçonne qu'on sort ensemble. J'ai parlé avec son papa et en fait, toute sa famille sait qu'elle habite avec une fille, mais c'est son amie. Après, je te cache pas que quand ils m'ont vue, je suis passée au scanner. Dès la porte, on m'a regardé de haut en bas déjà. Je me suis assise et ça a été une série de questions, mais je sentais que les questions, c'était un interrogatoire. C'était vraiment pour savoir ce qui se passait.
Et excuse-moi, Keter, mais ils se disent que leur fille a eu un enfant avec qui, du coup? Enfin, est-ce qu'ils se... avec un homme avec qui elle est sortie. D'accord, avec qui elle a plus de contact, en gros. C'est ça. D'accord. Tu ne partages pas la parenté sur papier avec la fille, ou c'est juste que les parents, ils n'ont jamais vu l'acte de naissance de la fille? Je ne sais pas comment ce sera. Ils n'ont pas encore vu l'acte, mais là, mon prénom. Je ne sais pas quelle explication il va donner. Mais oui, sur les... comment dire, je ne pouvais pas la reconnaître parce que, il fallait qu'on soit légal, que ce soit reconnu qu'on vive légalement ensemble. Il y a une tas de paperasse à côté pour pouvoir reconnaître en fait l'enfant de manière légale. Donc pour l'instant, non. La case coparents, on va dire, est vide. Mais en tout cas, les parents n'ont pas encore vu l'acte, je pense. En tout cas, pas que je pense, ils n'ont pas encore vu. Et même sur son bracelet d'hôpital, il y avait, c'était son autre prénom et son nom. Peut-être c'est la dernière question avant qu'on ne passe à la partie la plus... l'avant-dernière, avant qu'on ne passe à la partie la plus fun de l'interview. Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec tes parents? C'est des autres. En fait, je pose la question par rapport à un tweet de janvier 2021 où tu as dit ensemble vide. Tu répondais à un tweet parlant de la relation avec ton papa. Ça a toujours été comme ça, très distant. La relation avec mon père, en tout cas, n'a aucun rapport avec mon orientation. On a toujours été comme ça, distant. Après, ma mère, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire, je ne sais pas si elle a des absences, je ne sais pas si elle a des flashs. Je n'arrive pas à la suivre. D'ailleurs, j'ai arrêté d'essayer de la comprendre. Un jour, ça va très bien. Un autre jour, elle pète un câble parce que je suis lesbienne. Et le lendemain, elle vient me dire « je t'aime ». Voilà. Donc, les montagnes russes avec ma mère, et comme j'ai répondu, néant avec mon père. Tu es proche de tes frères? Oui, très. Alors, vu que tu n'es jamais sorti du placard à proprement parler, quel est ton point de vue sur la question du coming out? Est-il nécessaire de faire son coming out? C'est, comment dire, en fait, ça peut ôter d'un doute chez les personnes. Ça ôte d'un doute, dans la mesure où, voilà, tout s'éclaircit, on pose cartes sur table, on met les points sur les i, et on s'affirme, en fait, en tant que personne. Ça permet de s'affirmer et d'affirmer sa sexualité. Après, à contrario, je trouve ça dommage, en fait, qu'on ait à le faire ou que les gens se sentent obligés de le faire. Tout ça parce qu'il s'agit d'intimité, il s'agit uniquement de sexualité. Et les hétéros ne font pas de coming out ou ne font pas des assises pour dire bonjour tout le monde. Je voulais vous dire que je suis hétéro. Non. Alors pourquoi nous, LGBT, on devrait déclarer notre sexualité? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de normal, ce n'est pas quelque chose qui entre dans la norme, alors que c'est tout à fait normal. Je suis controversée un peu entre les deux. C'est-à-dire, voilà, j'aurais voulu vraiment qu'on passe cette étape-là, que ça n'existe pas, le coming out. Mais je pense quand même que dans le contexte actuel, culturel et tout ça, c'est important de le faire parce que voilà, ça permet voilà, de crever l'abcès parce que c'est un sujet qui est très souvent tabou même. Ça permet de crever l'abcès, ça permet de mettre les choses au clair et éclaircir tout le monde et que tout le monde soit au courant de qui on est réellement en fait. Est-ce qu'il y a une question peut-être que tu aurais aimé qu'on te pose qu'on ne t'a pas posée? Honnêtement, non, je vois pas. Okay. Je pense qu'on a pas mal échangé, non? Quel est ton souhait pour la communauté LGBT de ton pays? Que les mentalités changent, qu'on puisse enfin être libre, parce que ce n'est que ça qu'on demande. On fait de mal à personne. Et d'autant plus que je trouve que c'est un peu hypocrite parce que nous savons tous que dans les administrations, il y en a. C'est dommage en fait qu'un citoyen lambda puisse être condamné alors que ceux qui font les lois, pas tous, mais ceux qui font les lois le sont également. C'est, comme j'ai dit, c'est un rêve pour moi de me marier et ce serait vraiment bien. Et même le fait qu'on exclue en fait les LGBT du Cameroun, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui peuvent apporter à notre pays. Et c'est vraiment dommage de les mettre de côté. C'est vraiment dommage de nous discriminer. Parce que malheureusement, ces personnes-là, peut-être qu'elles ne s'expriment pas comme elles devraient et ne développent pas tout leur potentiel parce qu'elles ont peur de ce qu'elles sont.
mon souhait, c'est que ce soit dépénalisé et qu'on puisse vivre tout simplement comme tout le monde, en fait. Je tiens vraiment à te remercier parce que ta sincérité, ta franchise, ta joie de vivre, autant elle transparaît sur Twitter, autant je la ressens au travers du téléphone. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous sur un sujet qui est encore tabou. Et c'est notre contribution. On voudrait que des choses changent et je pense que plus on écoutera des personnes de notre communauté sur le sujet, ça démystifiera un peu plus auprès des personnes qui nous écoutent parce que jusqu'à présent, les gens se disent que voilà, l'homosexualité, c'est pour les blancs, c'est des choses du diable. Et la majeure partie des gens, oui, c'est des promotions canapé. On m'a demandé de baisser la culotte pour obtenir une promotion ou un poste. Donc vraiment, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Maintenant, la dernière partie, c'est la partie un peu plus fun. On va te poser une question, chacune d'entre nous à tour de rôle, et tu vas dire la première chose qui te vient à l'esprit. Ok. Ok, cool. Je le sens mal, hein. Non, c'est vraiment le truc... c'est rien de... C'est rien, je te promets, c'est tout stupide. Je commence alors. Un personnage historique queer. À qui tu penses en premier? Historique ou queer, pas forcément les deux, hein. Ou les deux, mais enfin bref, il peut être soit l'un, soit l'autre. Bah, Mandela. Un héros ou une héroïne queer? Jesus. Je suis pas gay, hein, Superman. Superman. Ensuite, un auteur. Oscar Wilde. Un plat ou un mets? Oh, moi, je sais déjà. Et je vais dire ma phrase. You only love a cock. Exact. Un animal. Le lion. Une phobie? Je sais pas si c'est quoi la phobie des chiens, mais les chiens. Un hobby. Bah, le foot. Une série queer? The L1. Un film queer. Ma belle famille, Noël et moi. Quel est le meilleur moyen de rentrer en contact avec toi, Keter? Twitter ou Instagram, les deux. Merci beaucoup, Keter, d'avoir accepté de discuter avec nous dans le cadre de Queer Afro, le podcast. Et on espère t'avoir bientôt, peut-être, pour une bonne nouvelle, le mariage, peut-être à l'église. On espère. Merci beaucoup en tout cas, Keter. Merci à vous, j'ai passé un agréable moment et c'est avec plaisir que j'ai eu à échanger avec vous et à partager un peu mon expérience. Elle était très enrichissante en tout cas. C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter @queerafro ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la prochaine.